J'ai eu la chance d'avoir un très beau début de carrière et de faire partie, je pense, des gens qui travaillaient sur les budgets à l'époque les plus enviés de Paris, quoi. J'ai quitté le salariat pour ma boîte, mais pas par frustration, vraiment parce que j'avais mon aventure entrepreneuriale dans le ventre et qu'il fallait que je la vive, quoi. On a dû se faire des moments de à la vie, à la mort, notre amitié sera toujours plus puissant que notre boîte. Enfin voilà, des choses déjà où on sentait qu'on allait vivre une aventure de dingue toutes les deux. On a eu plein de gens qui nous connaissaient pas du tout, qui parce qu'ils aimaient le podcast, avaient suivi notre aventure, s'étaient attachés à notre histoire, ont participé. Et du coup, on a une belle communauté avant même d'avoir une marque, un compte, des photos. Vous faites combien de chiffre d'affaires aujourd'hui ? Pas loin de 2 millions. Quand on sait donner un sens à son image, on construit et on est visible. Deviens visible. Bienvenue dans le podcast des entrepreneurs à singularité. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Amélie Delacour. Tu ne sais pas encore ce qu'elle fait, mais je te propose de rester jusqu'à la fin parce que cet épisode, tu vas adorer. Coucou Amélie, ça va ? Salut Steve, ça va bien, merci. Merci beaucoup d'être là. Je suis ravie. Mais moi aussi. Je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai la question signature. J'aimerais savoir quelle est la singularité de ta vie. Donc, un moment de ta vie, ce qui s'est passé dans ton enfance, dans ton adolescence, normalement, qui fait l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. C'est une question hyper intéressante. Donc, je pense que ma singularité, c'est de toujours vouloir faire les choses différemment. J'ai toujours eu du mal à rentrer dans les cases, tout en étant quand même une assez bonne élève au départ, qui peut suivre un chemin académique assez tracé, faire une bonne école, entrer dans le monde de l'entreprise tel qu'il était prévu. Et il y a toujours eu une forme d'insatisfaction, l'envie de faire différemment, d'aller essayer plein de choses, de curiosité, je vais dire. Et je crois que c'est à 28 ans, quand j'avais, entre guillemets, fait le parcours un peu fluide, satisfaisant pour les parents, pour les normes sociales, que je me suis vraiment autorisée à m'écouter et que du coup, j'ai créé la boîte du produit de mes rêves, en fait. Très intéressant, on va parler de cette boîte du produit de tes rêves, mais avant d'en parler, donc tu as fait quoi comme étude ? Il me semble que tu viens du marketing. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'ai fait un bac scientifique. Ouais. Comme j'aime tout tester. Après, j'ai fait une prépa littéraire, Hippo-Cagne-Cagne, pour atterrir dans une école qui s'appelle le CELSA, qui est une école de communication marketing, en spécialité publicité. Et là, c'est vrai que mon profil a commencé à bien se dessiner, gérer l'image, parler des marques. Et puis, en fait, je trouvais que ça alliait hyper bien le côté littéraire, entre guillemets, les figures de style du texte, comment on les applique à de l'image, à des idées créatives. Donc après, j'ai fait quelques années en agence de publicité chez Ogilvy & Mather. J'avais un poste qui s'appelle planeur stratégique. Ok. Et quoi, planeur stratégique ? Et alors, c'est un métier, en vrai, c'est hyper cool. C'est le métier où tu es entre les créatifs et les commerciaux. Tu es la personne qui traduit un brief business en un brief créatif. Okay. Donc, tu aides vraiment la création, l'équipe créative de l'agence à faire des campagnes qui sont certes rigolotes, émouvantes, mais avec un but business et qui va parler à la cible qu'on a identifiée, délivrer le message voulu. Donc vraiment pour les cadrer en comprenant du coup l'ADN de la marque et faisant en sorte que cette créa allait vraiment dans le mille par rapport à le brief du client, quoi. Okay. Donc j'ai fait ça quelques années. J'ai adoré, j'ai eu la chance de participer au lancement de Netflix en France, par exemple. Donc des très belles campagnes, on a eu beaucoup de prix, c'était très créatif. Tu lances Netflix, à l'époque, tu savais que ça allait être ce que c'est aujourd'hui ou on l'espérait. Après, j'avoue que je pense qu'ils ont eux-mêmes, on a tous été surpris de la rapidité d'adoption que ça a été. Parce que c'était très compliqué à la base de dire aux Français qu'ils allaient payer pour de la télé. À part Canal, personne ne payait son contenu. Donc, c'est vrai qu'on a mis du temps on a craqué la bonne idée pour lancer tout ça. Et on a fait un travail super avec tout plein d'équipes, d'agences. Et c'est vrai que ça a été un super succès. Et puis même d'un point de vue publicitaire, on a fait des campagnes qui ont été au Cannes Lions, qui est le festival de remise de prix des plus belles campagnes. Donc, très, très regardé, très suivi. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un très beau début de carrière dans ce monde-là et de faire partie, je pense, des gens qui travaillaient sur les budgets à l'époque les plus enviés de Paris, quoi. Donc, vraiment très, très chanceuse aussi. J'ai quitté le salariat pour ma boîte, mais pas par frustration, vraiment parce que j'avais mon aventure entrepreneuriale dans le ventre et qu'il fallait que je la vive, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, tu es au top de ta carrière, tu lances une grosse campagne pour une grande marque et tu te dis, je vais faire autre chose. Ouais. Pourquoi ce switch ? Tu dis, j'avais envie de vivre mon aventure entrepreneuriale. Tu as toujours voulu être entrepreneur ou Pas du tout, j'ai aucun entrepreneur autour de moi. Mes parents ne sont pas du tout entrepreneurs. Ma famille, c'est que des professions très classiques. Donc, je pense que je n'avais pas du tout ce modèle. Je n'avais aucun rôle modèle d'entrepreneur. C'est, à force, quand même, au bout d'un moment, de rentrer j'avais 27 ans, 26, 27 ans. Donc là, je commençais à rencontrer un peu plus de monde, des potes de potes. Et là, me rendre compte que c'était une opportunité de carrière potentielle. C'était le moment où Station F aussi sortait de terre.
Donc, on parlait beaucoup de l'entrepreneuriat français dans les actus à ce moment-là. Donc, ça a commencé à me titiller et finalement, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'essayer moi aussi, quoi. Et c'est le moment de parler de ce que tu fais. Voilà. Et du coup, alors, comme j'avais la chance, effectivement, de démarrer une belle carrière à 26 ans, dans ces moments où je devais pitcher des idées de stratégie et de contenu, par exemple, à un beau client comme Netflix, un directeur marketing, pas mal plus âgé que moi, à qui il fallait vendre une idée, et moi, jeune, 26 ans, faisant aussi très jeune, dans ces moments-là, j'avais besoin d'endosser un vêtement qui me donne confiance, qui m'aide à construire la crédibilité, la posture que je voulais. Et du coup, dans ces moments-là, j'essaie de trouver des costumes pour femmes, la veste, où je trouvais que ça me donnait plus de prestance, plus d'allure. Et j'avais beaucoup de mal à trouver des belles pièces, bien coupées, adaptées au fait que j'étais pas une grande d'1m70, qui les tailles un peu oversize qu'on trouve dans la plupart des marques allaient bien. Et j'ai eu la chance d'accompagner mon petit frère choisir un costume pour un gala. Et j'ai découvert le monde des costumes hommes et les magasins spécialisés dans ce produit, avec vraiment un univers fascinant autour des tissus, des codes, de ce qu'est un beau costume. Et je me suis dit, mais pourquoi nous, les femmes, qui sommes tellement branchées mode, on n'y connaît rien à tout ça? Pourquoi c'est un produit qui n'est pas du tout développé pour nous? Pourquoi il n'y a pas des marques spécialistes alors qu'il y en a d'autres, des femmes comme moi qui font carrière et qui ont besoin d'être bien sapées pour des grosses réunions et de se sentir dans ce costume justement un peu de femme active? Et ça m'a donné l'idée de créer une marque dédiée à ce produit, vraiment pour cette clientèle qui veut trouver un endroit où tu as un choix de costumes de belle qualité, de belle façon, pour toutes les morphologies, toutes les silhouettes, Donc c'est là que t'es venue l'idée. Absolument. Et comment tu l'as traduit? C'est-à-dire que comment c'est devenu une vraie marque? Quel est le process? Tu étais seule? Alors avec non. Une amie, tu vois, tu t'es associée avec Caroline aussi, je crois. Tout à fait. Donc c'est ça. À l'époque, j'étais en colocation avec Caroline, ma d'accord. meilleure amie. Okay. Ça faisait 7 ans qu'on était colocataires. C'est toujours ma meilleure amie. Beau, hein. C'est mon associée, ma meilleure amie. J'entends des histoires d'entrepreneurs qui se sont lancés avec leurs meilleurs... Comme quoi, ça marche. Hein. Ouais, franchement, Qui se sont lancés avec leurs meilleurs amis et ils se parlent plus ou ça n'a pas fonctionné. Donc... trop triste. C'est très risqué. Ouais. On nous l'a beaucoup dit. Quelle mauvaise idée. En plus, nous, on est à 50-50. Ouais. Okay. Donc, on a vraiment... Mais on s'est dit, en fait, on veut pas que l'une ait plus ou moins. C'est toutes les deux. En plus, elle était également... S'était rencontrée en stage. On faisait les pubs McDo à l'époque. On s'est rencontrés chez McDo, ça nous fait marrer. Et du coup, donc, on est toutes les deux stagiaires, on est super copines. Et puis dans la pub, on nous connaissait, c'était tic et tac, quoi. Il y en avait une à une soirée, l'autre aussi. Enfin, on n'était jamais trop loin l'une de l'autre. On s'adorait. Et c'est vrai que nos tisanes de fin de soirée, souvent, c'était quelle boîte on va monter toutes les deux, tu vois. Et un jour, je suis revenue en disant, c'était le soir, je me souviens, on déménageait notre appart pour faire ma teuf d'anniversaire. Donc, on bougeait les meubles, on avait un super set, on était super rodés, on faisait beaucoup de fêtes. Et je lui pitch le truc et elle est super emballée. Elle me dit ok, franchement j'adore l'idée. On fait la fête, on fête ton anniv et on part là-dessus. On étudie le sujet sérieusement. Donc du coup forcément on était encore toutes les deux en CDI. Elle a été chez Combini aussi, donc jolie boîte, CDI super cool et tout. Et du coup on commence à chercher un peu, à appeler un peu des contacts qu'on trouve sur Google. Enfin nous on connaissait personne dans la mode en plus. Enfin vraiment on débarque là-dedans. Et lancé comme ça. Ah ouais, on s'est lancé comme ça, tu vois. On a cherché sur Google, usine de costumes, vraiment les outsiders, hein. Totalement. On n'avait pas de contact, on connaissait personne, on n'avait pas fait d'études de mode. Donc on recherche, on se rend compte qu'il y a un gros salon qui s'appelle Première Vision où tout le monde, le monde de la mode va. Tu le connais, tu connais ce monde aussi. Et du coup, c'est ça. Et on se dit vas-y, on y va. On pose une journée de RTT. Voilà, parce qu'on était encore en poste. Et on avait dessiné rapidement un plan de collection, nos idées, rassemblé un peu notre collection de tailleurs. Et puis on arrive là-bas et les gens littéralement nous rionnaient. Enfin, toutes les usines à qui on présente notre projet, parce que forcément on n'avait aucun code. Notre plan de collection était 1000 fois trop gros pour une petite marque. Enfin, rien n'allait. Mais je pense que ça nous a donné une niaque de ouf. On s'est dit, ok, on y est allé un peu comme ça, freestyle. Maintenant, on va essayer de vraiment comprendre comment ça marche. Et on a écouté tout ce qu'ils nous disaient. On a vraiment engrangé beaucoup d'informations ce jour-là. Et on a tout retravaillé. On a vraiment appliqué leurs conseils. On a méga bossé le truc. On a
repris rendez-vous avec d'autres plutôt, parce qu'une fois qu'on s'était décrédibilisé, on n'avait pas trop non plus, on n'avait pas trop d'espoir de revenir en arrière. Ouais. Mais du coup, on a pu représenter les choses beaucoup mieux. Et on a eu la chance, on a trouvé des gens qui ont commencé à nous faire confiance, qui nous ont doucement mis le pied à l'étrier. Je pense que aussi la chance qu'on avait, c'est que le monde du costume est tellement masculin que voir 2 jeunes femmes arriver avec l'envie de créer une clientèle femme autour de ce produit, notamment les drapiers, donc les belles maisons de tissus, ils ont été hyper sympas. On sent que c'est des passionnés, qui ont un savoir-faire, qu'ils aiment transmettre. Et là, on a rencontré des gens extrêmement bienveillants. Et du coup, ça nous a aussi beaucoup encouragés et donné envie de rentrer dans ce monde-là. Parce que au début, quand tout le monde te rit au nez, tu te dis, je vais peut-être rester tranquille dans ma zone de confort. Mais voilà, on a eu ce bon mélange de gros coups de pied, genre les filles, vous débarquez pas comme ça dans un monde que vous connaissez pas, va falloir vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et en même temps, votre idée, elle est charmée. Il y a vraiment effectivement un manque sur ce marché. On parle à nos clients qui nous disent qu'effectivement, le tailleur femme, il n'y a pas assez de choses. Les collections, on les voit bien, on en vend très peu à de la femme, etc. Donc voilà, tout ça nous a donné un peu la force de nous battre, de bien monter plus ou moins comme on pouvait les choses en même temps qu'on continuait de bosser. Okay. Et puis à un moment, de prendre notre courage et de se dire, vas-y, on pose nos départs l'une et l'autre pour se lancer vraiment dans l'aventure. Du coup, à peu près... 6 mois, après Première Vision, tu vois, on a fait Première Vision en septembre et fin janvier, on quittait toutes les 2 nos agences pour être 100% sur le projet, quoi. Attends, j'ai une question qui m'arrive, mais juste avant ça, je fais un récap. Si tu te donnes encore des excuses en disant « je ne vais pas y arriver, je ne vais pas faire des choses », là, tu as 2 femmes qui ne connaissaient pas, en tout cas pas grand-chose de ce milieu-là, qui aujourd'hui cartonnent dans ce qu'elles font. Donc vraiment, c'est vraiment la leçon comme quoi tu dois pouvoir le faire et ne pas prendre un échec pour ok, c'est bon, on abandonne. En fait, toujours continuer, avancer, améliorer le process, et c'est ce qu'ils ont fait. Comment ça se passe? Du coup, vous trouvez vos fournisseurs à Première Vision. On commence un peu. On va commencer. À quel moment tu te dis, ok, vous dites à 6 mois, hop, on arrête, on y va all-in? C'est courageux de faire ça. C'est clair. Et puis en plus, en fait, c'est qu'on avait des carrières tellement prenantes. Moi, je bossais et puis c'est la pub. Tu travailles tard le soir et le week-end. Enfin, vraiment, je pouvais même pas faire ça on-side en fait parce que ma vie, c'était mon agence. Ouais. Effectivement, on voulait juste, parce qu'on n'est pas des têtes brûlées, donc on voulait juste sentir qu'on avait 1 ou 2 contacts quand même pour commencer, donc des industriels qui voulaient bien essayer de venir avec nous. On avait trouvé un modéliste comme ça, qui voulait bien commencer à faire nos premières pièces. Donc ça nous a suffi pour nous rassurer et nous dire on peut y aller. Là où on a eu de la chance, c'est qu'on a eu des ruptures conventionnelles et ça, on va pas faire la langue de bois parce que ça aide énormément. Surtout que nous, on se lançait, tu vois, on avait 26 ans, franchement, on n'avait pas mis de côté, on n'avait pas des salaires mirobolants du tout. On commence, on n'a pas de thunes, on a mis 5000 balles dans la boîte, les seules économies qu'on avait, on a tout mis dedans. Et puis après, faut quand même payer ton loyer. Donc ça, vraiment, coup de chance. Toutes les 2, on a eu des entreprises qui ont cru suffisamment en notre projet pour nous donner cette chance-là. Et puis après, c'est vrai qu'en plus, lancer une marque de mode, c'est des investissements assez conséquents, parce qu'il faut payer une production, acheter des tissus, tu commences pas avec un service. Donc, c'est vrai que heureusement, on avait ces 10 000 € à nous deux de côté. Et puis, je crois surtout que ce qui, en parallèle du fait de monter cette boîte, nous a beaucoup animés, c'était aussi l'aventure qu'on allait vivre. Et tu vois, c'est quelque chose où, ensemble, le fait, tu vois, je me souviens de on a dû se faire des moments à la vie, à la mort, notre amitié sera toujours plus puissant que notre boîte. Des choses déjà où on sentait qu'on allait vivre une aventure de dingue toutes les 2. Et puis aussi, tu vois, c'était vraiment aussi un questionnement de est-ce qu'on est plus heureuse quand on est entrepreneur, quand on est à son compte? Est-ce que c'est ce qui nous convient à nous? Est-ce qu'on a les épaules pour ça? On se posait aussi beaucoup de questions. Et c'est le cas ou pas? Je pense qu'aujourd'hui, oui. Et vraiment, oui, je pense qu'on est des entrepreneuses dans l'âme, on l'a prouvé, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est difficile d'être sûr que tu vas être bien d'un coup lâché. Donc je sais qu'on faisait tous les tests de personnalité qu'on trouvait. Et surtout, on cherchait des témoignages d'entrepreneurs pour nous montrer un peu les vraies facettes de l'entrepreneuriat. Et ça, c'était il y a 8 ans. Et il n'y en avait pas? Et il n'y en avait pas. Franchement, tu n'avais que des interviews d'entrepreneurs qui racontaient le succès de leur boîte, les X millions qu'ils avaient levés. C'était que les paillettes de la Startup Nation. Exactement. Et il n'y avait aucune vraie histoire de « je me suis plantée, j'ai fait un burn-out, en fait, je suis trop malheureux, j'ai plus de cadre ». Donc du coup, on pressentait que c'était pas non plus que des paillettes. Et on a eu envie de raconter cette vraie histoire qu'on allait vivre. On sentait qu'on allait avoir cette aventure dingue. Et du coup, on a eu envie de faire un podcast, tu vois. Donc le podcast fait partie très fort de l'aventure du 17h10. Donc on est allé voir un studio de podcast qui s'appelle Nouvelles Écoutes,
On a parlé à Lorraine Bastide, voilà, qui était une grande podcasteuse. Elle faisait la poudre et tout. On adorait ce qu'elle faisait. Et on lui a dit, voilà, écoute, on lance une boîte, on lance une marque, toutes les deux. On est 2 copines. Nous, on a envie de tout partager. On est prête à vraiment montrer les vraies facettes de notre histoire. Et du coup, on s'est mise d'accord avec elle qu'on aurait un podcast produit par Nouvelles Écoutes et que l'idée, c'était qu'on s'enregistre non-stop pendant 1 an. Tout. Le moment où on annonce à nos parents qu'on quitte notre CDI, le moment où on fait notre pacte d'associés devant le notaire, enfin l'avocat même, le moment où on reçoit nos premiers prototypes, qui, by the way, étaient ratés. Enfin, tu vois, tout ça. Et en fait, on a vraiment toutes nos émotions, toutes les questions qu'on se pose, les apprentissages aussi qu'on a, les conseils qu'on nous donne. Enfin, on a tout enregistré. Et toutes les 2 semaines, il y avait un épisode qui sortait. Donc, on était vraiment qu'en décalage de 2 semaines par rapport à notre vraie vie. Et du coup, ça a vraiment donné une espèce de docu-série du lancement de notre boîte. On n'avait même pas le nom. Tu vois, on a trouvé le nom pendant le podcast. Et du coup, ça a vraiment permis... Je pense que nous, ça nous a fait une belle catharsis aussi de tout ce qu'on vivait. Du coup, on devait l'écrire, le revivre en réécoutant tous les audios qu'on avait, tirer les learnings. Tu vois, et puis il faut conclure un épisode. Donc voilà, c'était une aventure comme ça qu'on racontait et qui, voilà, pour moi, a été aussi très forte dans cette histoire d'entrepreneuriat entre nous, qui est, racontons cette histoire, soyons un peu une forme de rôle modèle d'entrepreneuriat féminin, de filles qui ne connaissent rien à l'industrie dans laquelle elles vont et qui sont tellement lagnaques, qui ont envie d'apprendre, qu'elles vont prouver qu'on peut le faire, qui sont super copines et qui vont prouver que l'amitié peut tenir le business. Ouais, c'est exactement. Enfin, tu vois que c'est pas parce que t'as pas d'investisseurs au départ ou de love money comme ça que tu vas pas y arriver. Enfin, donc voilà, c'est vraiment aussi une histoire, je pense, de jeunes femmes qui se font, qui créent leur marque, et puis on a eu de la chance, c'est qu'on a réussi. Donc, c'est ça, ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, ça paraît normal quand tu parles de podcast, mais à 8 ans, c'était pas commun. Et puis, documenter un business à l'époque, c'était pas... Et parler de ses chiffres, personne ne donnait ses vrais chiffres. Personne n'en parlait, tu vois. Et vous en parlez, oui, vous donnez vos chiffres. On donnait nos chiffres, exactement. Ah ouais. Et est-ce que tu penses que ça, c'était une clé de la visibilité que vous avez aujourd'hui ? Énormément. Franchement, pourquoi ? Ça a été un objet de com qui à la base était plus un objet psy, on va dire, pour mon associé et moi. C'est devenu un objet de com fascinant parce que, en fait, du coup, on a eu une communauté qui s'est mise à vraiment nous suivre, communauté de gens de la mode, du coup, qui étaient hyper intéressés de la manière dont on racontait notre aventure, d'entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs se sont mis à nous suivre. Et puis, juste d'auditeurs aussi qui un peu fantasment l'entrepreneuriat et vivent ça par procuration. Ouais. Et du coup, on a une belle communauté avant même d'avoir une marque, un compte, des photos. Les gens nous suivaient, connaissaient. Le jour où on a fait un Ulule, tu vois, qui est un crowdfunding qui te permet du coup de vendre un peu en avance tes produits pour essayer d'avoir un peu d'argent pour payer ta production. On a eu plein de gens qui nous connaissaient pas du tout, qui parce qu'ils aimaient le podcast, avaient suivi notre aventure, s'étaient attachés à notre histoire, ont participé. Donc vraiment, c'est vrai que notre marque est partie avec une communauté avant même d'avoir un produit à vendre, une marque, une histoire de marque. C'était mon associé et moi, Caroline et moi, cette aventure et ce qu'on montrait de l'entrepreneuriat qu'on était en train de créer, quoi. Et pourquoi vous avez arrêté ? C'était vraiment le deal avec Nouvelles Écoutes, tu vois, c'était de faire la première année. Le podcast s'appelle Commencer, donc vraiment c'est ça, c'est comment on commence un business. Et puis après, du coup, comme ça a très bien marché, ils ont pris un autre duo de gars qui lançaient un restaurant, tu vois, et qui ont fait la suite. Ils sont partis sur voilà, le concept, exactement. Le concept après a continué sur d'autres histoires. Ça continue encore le concept ? Je crois que là ils l'ont arrêté du coup, parce qu'il fallait quand même être très très sérieux parce que du coup tu enregistres ta vie le jour et tu dérushes la nuit. Donc voilà, heureusement nous on n'avait pas trop besoin de dormir, mais je suis pas sûre que tout le monde a cette capacité là. C'est clair. Donc voilà, c'était quand même un gros sacerdoce, mais ça nous a tellement apporté. Enfin, je pense que on a gagné honnêtement 3 ans de notoriété grâce à ce podcast, quoi. Par rapport vous la connaissiez ou pas quand vous les contactez Ah non, au bagou. Au bagou, voilà. Audace. Ouais. Le son audace. Exactement. Et tu vois, quand je disais, je pense que ça faisait partie des choses où, dans cette envie de penser différemment, tu vois, le podcast commençait à boomer. C'était beaucoup des choses assez classiques qu'on entendait, des gens qui discutent autour d'une table. Mais les trucs boring que t'as pas envie d'entendre, en fait. Je veux dire, si... oui. Ou en tout cas, tu vois, moi, on s'est dit, mais il faut qu'on utilise ce format d'une autre façon. Et voilà, et ce petit micro qui nous suivait partout, ce petit documentaire audio. Mon intimité, en fait, avec vous. Exactement. Ouais. Ah ouais, t'as tout, t'as nos proches, les réactions de nos proches, nos parents, des moments où on pleure, où on rit. C'est vrai que c'est très intime, du coup, ce que le son permet d'avoir et de donner. Donc, Mais bravo d'avoir fait ça, parce que après, je pense que t'es comme ça, c'est une force. Se livrer
partager, c'est pas évident, tu sais. C'est pas toujours facile, quand tu as lancé ton projet, t'as peur que ça te porte préjudice. Exactement. Quand tu te montres en train de pleurer parce que t'arrives pas à faire un business plan, Ouais. tu te dis derrière qui va me faire confiance si je lève des fonds un jour. Enfin, et en fait, alors peut-être que ça nous a fermé des portes de gens qui se sont dit bon, ces deux-là, ce qu'elles font, ça me parle pas, ça me plaît pas qu'on étale autant les choses, mais il y en a plein d'autres, voilà. Aujourd'hui, Et je pense qu'on a justement montré, en plus comme on nous attendait beaucoup sur la com, parce que on vient de là, et que comme on faisait une marque business to consumer, B2C, il y a un énorme enjeu de notoriété. Donc en fait, on a prouvé, même à nos futurs investisseurs et tout, qu'on avait des idées de com avec zéro argent, qui fonctionnaient, qui permettaient d'avoir un impact assez important. C'est vrai qu'on s'est retrouvés à faire des news, quoi, de challenge sur les podcasts rubriques, les rubriques podcasts. Enfin, d'un coup, on a eu beaucoup de presse. On s'est retrouvés à faire des talks sur l'entrepreneuriat féminin, alors que ça faisait 2 mois qu'on était entrepreneurs, tu vois, c'était presque trop. Donc ouais, pour nous, c'était aussi une licence de prouver qu'on savait faire la com d'une marque de façon originale, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes toujours vous êtes toujours 100% de la marque ou vous avez levé On a fait une levée de fonds il y a 3 ans, 2-3 ans. Donc effectivement, on a pendant très longtemps été en autofinancement. On a rejoint le réseau Entreprendre aussi. Ça, c'est bien de regarder les aides qu'on peut avoir grâce à des réseaux divers. Tu vois, le réseau Entreprendre, mine de rien. 50 000 €, je crois, non, je sais plus. Ouais, c'est ça, on a eu 40. Voilà, exactement, c'est entre 30 et 50, taux zéro. En vrai, ils te le disent, si vous vous plantez, on ne vous demandera pas de rembourser. Donc c'est quand même un super coup de pouce. Puis une fois que tu as le réseau Entreprendre derrière, tu as les banques qui te font confiance parce qu'ils savent que tu as passé des comités de sélection ultra piqués. Ils sont tellement compliqués. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'était un super coup de pouce qu'on a eu. Et du coup, derrière, effectivement, un petit prêt de démarrage avec une banque. Donc grâce à ça, on a pu amorcer. Comme je disais, ça coûte très cher de lancer une marque de mode. Donc on a pu accumuler un peu d'argent. Et puis, donc on a lancé via Ulule aussi. Donc on a pu lancer nos premiers modèles. La marque, du coup, a trouvé son nom. Donc c'est 17h10. Justement, attends, 2 questions. La première, ça coûte combien de lancer une marque de mode ? Franchement, il faut minimum 100 000 € pour commencer. Le temps de payer ton tissu, ta prod, un peu de marketing. Et avant de parler de 17h10, la campagne, c'était un succès, un échec. Enfin, je veux dire, quand vous avez fait la campagne Ulule, quelle a été la stratégie pour développer la visibilité dessus ? Ouais, on rappelle qu'une campagne Ulule, pardon, excuse-moi. Je t'en prie, vas-y. On rappelle qu'une campagne Ulule, c'est une campagne de financement participatif. Il y a des personnes qui achètent. Donc ça vous donne de l'argent et vous avez du stock pour pouvoir, de l'argent pour pouvoir produire. Et ils sont livrés après. Ouais, alors spoiler alert, je vais être politiquement incorrecte pour Ulule. Franchement, moi, ce serait à refaire, je le ferai pas. Ok. Parce que, et je le dis, je trouve que ces plateformes, en fait, ne nous amènent pas de monde. Non. En fait, la seule facilité que ça donne, c'est une plateforme dans laquelle les paiements sont sécurisés. Mais aujourd'hui, il y a des sites tellement faciles pour un Shopify, ça coûte rien du tout, il n'y a pas besoin de savoir coder. Donc en fait, ils prennent, dans mon souvenir, c'est 8 ou 10%. Ouais. Enfin, c'est quand même une grosse commission en fait, c'est tes potes à toi qui participent et ils se prennent une énorme com là-dessus. Ouais. Donc je trouve que l'argent qu'ils prennent n'est pas juste par rapport au peu d'investissement qu'ils donnent, parce que c'est pas vrai qu'ils te mettent en... Même nous qui étions en plus un peu le vent en poupe parce qu'on avait notre podcast, qu'en plus on leur a fait de la pub dans notre podcast, enfin franchement on a eu 0 réseau grâce à eux. C'est vraiment que nos amis, les auditeurs de notre podcast, notre famille qui a participé à ça, et on a bien vu, enfin c'est aussi, on traquait, il y avait très peu de com, enfin ils n'ont pas de moyens en fait. Non. Mais dans leur newsletter, il y avait leur newsletter à l'époque ou pas du tout ? Ouais, il y avait une news, mais bon, tu vois. Ouais, bien sûr. Si, ils ont fait ce qu'ils disaient qu'ils devaient faire, tu vois, il n'y a pas eu d'arnaque. Parce que ça, ils le font pas tout le monde non plus. Ouais, c'est ça en plus. Donc là, ça s'est abusé. Donc nous, on avait bien tout verrouillé quand même en amont, mais ils n'ont pas une assez grosse audience, quoi. Ça suffit pas pour la commission qu'ils se prennent. Exactement, Donc moi, je conseillerais aujourd'hui à un entrepreneur de faire son petit Shopify vite fait, bien fait. On n'y passe pas trop de temps, on n'y met pas trop d'énergie. Ça coûte rien, et de pas faire cadeau de ces 8% à une plateforme, alors que c'est tellement important au début, le moindre euro est vital, quoi. Donc voilà, ça c'est mon analyse. Peut-être qu'elle se discuterait par d'autres personnes. Je suis pas la bonne personne parce que j'ai le même avis que toi, tu vois. Donc j'ai fait une campagne chez Ulule aussi. Pas que j'ai mal vécu aussi, c'était une très bonne campagne, mais je pensais, et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai pu refaire de campagne après tout de suite sur les nouvelles collections, passer par notre site directement, parce que déjà, donner 8 à 10% de commission à chaque fois comme ça, pareil, on communiquait, allez-y, je préfère communiquer que le trafic vienne sur mon site plutôt que chez une autre personne, mais t'as eu la même. J'ai le même avis, oui. Voilà, désolé, c'est de la non-pub pour eux, mais... mais en fait, il faut être honnête, en fait, je pense que c'est aussi le but, c'est de dire ce qu'on ressent et ce qui se passe. Donc, absolument.
Ok. Et 17h10 alors, pourquoi 17h10? Et 17h10, alors je vais vous parler d'un monsieur Ok. qui est un onomaturge que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie d'agence. Et onomaturge, c'est celui qui crée les noms. Ono, les noms, maturge, le dieu. Donc du coup, on cherchait un nom de marque. Ah, ça s'appelle Ono Maturge. Ouais, c'est ça? c'est comme ça Ok. que voilà. Et en tout cas que ce monsieur qui s'appelle Olivier Auroy réellement se fait appeler. Comme il invente des noms, il a inventé le nom de son métier, D'accord, tu vois. ok. Mais c'est très logique, ça vient du grec. Ok. Et donc du coup, moi j'avais l'occasion de travailler avec lui dans l'agence Je de sais pas. com où Ouais. j'étais, qui du coup devait régulièrement donner des noms de produits, trouver des noms de marques, etc. Et puis toutes les idées qu'on avait en fait, c'est qu'elles étaient déjà prises. C'est hyper dur aujourd'hui de trouver un nom de marque libre de droit. Donc, tu vois, j'en sais rien, je dis des bêtises, mais la maison du tailleur, étoile filante, enfin bon, je sais pas, tout ce qui pouvait nous passer par la tête et qu'on aimait bien était pris. Et du coup, c'était hyper frustrant. Et au bout d'un moment, on n'avait plus d'idées. Et du coup, je suis allée le voir et je lui ai dit, Olivier, ça te dirait de nous donner un coup de pouce parce que là, on est bloqué. Et du coup, voilà, parce que je lui rends, et c'est quelqu'un qui est super bon, qui aujourd'hui est freelance. Donc, s'il y a des entrepreneurs qui cherchent à travailler avec lui, je le recommande fort. Et du coup, il nous a aidés, on a réfléchi, on s'est dit, tu crées une marque de costumes qui veut s'adresser aux femmes actives, qui ont besoin, dans ces grands moments importants de leur carrière, d'avoir un vêtement sur lequel elles peuvent compter. Et puis la femme active, elle regarde toute la journée sa montre. On est tout le temps en train un rendez-vous, une réunion, un déjeuner, en train de courir. Est-ce que l'horaire n'est pas un moment important et un axe intéressant ? Et du coup, ça nous a vachement plu de se dire, ouais, un horaire, c'est hyper original, c'est pas vu, les chiffres, c'est graphique, c'est des lignes, c'est précis, le costume, c'est le vêtement mode le plus sculptural, au millimètre près, t'as un faux pli, c'est raté. Donc on aimait beaucoup cette notion-là, ça se liait bien. Et du coup, on a réfléchi, c'est quoi notre moment de la journée ? On n'est pas le matin, c'est un peu l'hygiène, ça nous plaît pas. On n'est pas le midi, on n'est pas un truc de pause-déj, on n'est pas le soir, c'est pas que de la fête. Okay. Mais on aime bien la fin d'après-midi où on est encore au travail, mais où on commence à penser à notre deuxième journée de femme et ce moment où on va devoir rester dans notre costume, mais on a envie soit d'être stylé parce qu'on part en soirée, soit d'être détente parce qu'on va, d'être confort en tout cas parce qu'on va aller chercher ses enfants, soit d'être sexy parce qu'on va avoir un date, et pour vraiment raconter toutes les situations de la femme qui travaille la journée et qui a sa deuxième vie qui commence après et que t'as pas besoin de te changer. C'est pas toujours évident de repasser chez toi. Ouais, c'est clair. Et voilà, et du coup, c'est parti de ça. Et en plus, l'encoche d'un col de veste indique qu'il est 17h10. Donc, toutes nos vestes ont une petite signe. Voilà. Ça, je la reconnais tout le temps parce qu'en fait, à chaque fois, je dis 17h10. 17h10. Voilà, c'est lié à l'encoche d'une horloge qui indique qu'il est 17h10 si vous voulez. Et c'est votre logo aussi, l'horloge. Voilà, on en joue, c'est l'horloge. Voilà, c'est l'encoche d'un col de veste. Donc, c'est une petite façon de mettre un petit signe reconnaissable sur nos produits. Et tu vois, et après, je te cache pas, on a réfléchi, tu vois, 17h05, 17h08, enfin voilà, qu'est-ce qui sonnait joliment jusqu'à arriver en plus à cette idée où c'était lié au produit. Et voilà, toute l'histoire, c'est super bien englobé. Si on prend une petite casquette féministe, c'est aussi le moment où les femmes ne sont plus payées par rapport aux hommes sur une même journée, à mission égale. Donc, il y a aussi ce petit clin d'œil-là. C'est soit elles sont plus payées à partir de je sais plus quelle date précise en octobre-novembre, soit si tu le rapportes à la journée, c'est cet horaire, tu vois. Donc voilà, il y a plein de messages derrière ce nom et tu vois, c'était un moment hyper intéressant. Choisir le nom de ta marque, c'est tellement important. Tu vas devoir, si ta marque marche, l'aimer des années, c'est ce que les gens vont retenir. Si tu évolues, et je trouve que c'est quelque chose d'hyper important. Tu vois, nous, on voulait pas non plus s'enfermer. Si jamais on faisait autre chose que du costume, fallait pas que ce soit que lié au tailleur. Donc voilà, c'était des réflexions extrêmement intéressantes et je trouve que c'est un moment dans la création d'une entreprise qui mérite vraiment de se poser beaucoup de questions, de prendre son temps, parce qu'une fois qu'on a trouvé un nom qu'on aime, comme nous, c'est notre cas, ça ouvre énormément de champs de contenu, de storytelling. Enfin, je vais pas te l'apprendre à toi. Donc voilà. Mais c'est chouette, très ok. Très bien. Et j'ai 2 questions. C'est quoi le cliché dans ton métier aujourd'hui ? Par rapport à mon produit ? Par rapport à ton produit, par rapport à ta marque, par rapport à ce que tu fais, ou ton secteur, peu importe. C'est quoi le cliché ? Qu'est-ce que tu entends que les gens disent ? La vérité fausse, en fait, s'il y en a. Ouais, je pense que le plus gros cliché, c'est que les marques de mode, c'est vrai pour la plupart, parce qu'on est extrêmement mal éduqués avec les Zara, les Shein, la fast fashion. C'est que les marques de mode, entre guillemets, vendent beaucoup trop cher leurs produits, font des marges, se goinfrent dans leurs marges, etc. Et effectivement, et que la mode pollue, ce qui est complètement vrai.
C'est le secteur le plus polluant au monde. Et nous, c'est vrai que c'était très important pour nous, j'en ai pas du tout parlé, mais d'être une marque éco-responsable, éthique. Donc c'est vraiment des valeurs qui sont dominantes chez nous et c'est presque des freins à notre développement parce que du coup, on ne veut que des produits sourcés, éthiques, ce qui nous limite dans le choix de ce qu'on a à disposition. Il y a des produits qu'on ne lance pas parce qu'on ne trouve pas de tissus éthiques qui nous permettent de les faire. Je pense à des petites blouses, ce qu'on appelle des silkies. On peut pas parce que ça c'est des quantités de mètres énormes. Et nous, comme on fait des petites productions, c'est pas compatible aujourd'hui avec une production éthique. Aussi, en produit, ça coûte assez cher parce qu'on fait en Europe, que nos tissus viennent d'Italie. Donc nous, aujourd'hui, tu vois, il y a des marques de mode qui se débattent pour essayer de faire des choses bien. Notre marge, à nous, par exemple, elle est très faible. Nous, aujourd'hui, on peut même pas être vendu en wholesale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être vendu dans les grands magasins parce que notre marge n'est pas suffisante pour qu'ils puissent prendre leur propre commission et que tout le monde y gagne sa vie, tu vois. Parce qu'on veut être le plus juste, le prix le plus fair pour le consommateur. Donc voilà, c'est vrai que la mode est un secteur très compliqué parce que très polluant, très critiqué et il y a encore quelques irréductibles ou des jeunes, on va dire, qui essayent de faire ça bien et on en fait partie. Et je connais d'autres créateurs et il y en a beaucoup qui tombent en ce moment depuis quelques années. La mode va mal, les jeunes créateurs de mode, de marketing vont mal parce que on peut pas être en compétition avec des prix comme Zara et Shein. Et du coup, c'est vraiment apprendre aux gens à consommer moins mais mieux, des beaux produits dont ils se lassent pas, de belle qualité, des tissus qui vont pas être toxiques pour leur peau. Voilà, il y a plein de contenu autour de ça. Donc je pense que c'est ça, moi aujourd'hui, mon plus gros cliché ennemi. C'est réapprendre aux gens à aimer les beaux vêtements, investir un peu plus, mais pour les garder plus longtemps et s'y attacher. Tu as ouvert une première boutique. Pourquoi ouvrir une boutique ? C'est justement à cause du wholesale ? C'est pour ça ou pas ? Ouais, c'est que notre produit, on était encore très naïve dans notre manière d'aborder ce nouveau secteur. Tu vois, nous, on s'est dit, on va être 100% digital. On va être une marque de costumes pour femmes avec plein de coupes, un conseil pour toutes les morphologies, des retouches, mais digital. Et finalement, on s'est rendu compte que nos clientes voulaient essayer. Donc, on a commencé par ouvrir notre bureau comme un petit showroom d'essayage. Et puis, on a passé nos journées à faire des rendez-vous clientes. D'accord. Et à se dire, ah oui, donc vraiment qu'on ait un lieu. Et du coup, de fil en aiguille, 1 an après le lancement, on a trouvé un local rue du Temple. Pareil, ça, je pense que c'est un bon learning, tu vois, quand on a, comme nous, qu'on se lance avec, entre guillemets, pas d'investissement. On a trouvé un petit local pas cher, on a fait les travaux nous-mêmes, comme ça, tu vois, c'est done is better than perfect, vraiment. Et du coup, on a pu ouvrir cette première petite boutique tranquille et tester. Et on s'est rendu compte que ça marchait super bien, qu'on avait des clientes tout le temps. Du coup, on a pu embaucher une vendeuse. Et du coup, on s'est rendu compte que notre business model, il avait du retail, quoi. Il fallait des boutiques. Donc, on a ouvert cette première boutique, puis une deuxième. Mais comment on arrive à ouvrir ? C'est avec tes fonds propres quand tu as ouvert la première boutique ? Finalement, j'ai eu de la chance, c'est qu'on n'avait pas de fonds de commerce. Okay. Donc, tu vois, on avait juste un petit dépôt de garantie. On a dû mettre 10 000 € de travaux dans l'achat de peinture et 2-3 petits trucs avec un entrepreneur. Et c'est tout, quoi. Donc, justement, c'était démarrer petit, tu vois. Se dire, c'est un test, je mets tant d'argent. C'était pas l'emplacement le plus rêvé. C'était pas encore, elle était super mignonne, notre boutique. Mais voilà, tu vois. C'était une façon de tester. Un peu de chance aussi d'avoir trouvé ce local comme ça, mais il fallait se projeter, je te cache pas, quand on l'a pris. C'est pas de la chance, c'est de la vision. Voilà, en tout cas, c'est beaucoup de travail et de recherche. C'est vrai que t'as pas tort. On est quand même des grosses bosseuses. Et finalement, proof of concept, quoi. T'investis peu, ça marche. Après, deuxième boutique, là, on a acheté un fonds. C'est plus de 100 000 balles un fonds, tu vois. Donc là, du coup, tu peux aller voir ta banque en disant, j'ai ouvert une boutique, regardez comme elle est rentable. Exactement. J'ai le projet d'en ouvrir une deuxième, ça coûte tant. Et là, du coup, ils te suivent. Donc... je pense que vraiment, pour l'entrepreneuriat tel que nous, on le vit, qui est un entrepreneuriat très de bonne mère de famille, où voilà, on investit tranquillement, on veut prouver avant de méga lâcher les chevaux, tu vois. Et voilà, c'est vraiment ça, trouver comment commencer doucement, voir que ça fonctionne, et là, on met toutes nos billes, quoi. Et c'est quoi la filouterie que tu as faite qui t'a boosté, où tu t'es dit, ok, ça m'a donné de la visibilité. Par exemple, moi, quand j'ai lancé ma marque de vêtements, j'étais comme toi, j'avais pas de réseau, rien du tout. Et je voulais intégrer les Galeries Lafayette. Il y avait un copain qui attendait, parce que j'ai travaillé dans la mode avant, donc c'était un peu plus facile pour moi, je connaissais les codes. Il fallait contacter les acheteurs c'est les acheteurs qui demandaient à l'équipe de vente ce qui fonctionnait bien pour pouvoir acheter. Et donc, pour que les managers fassent les rapports aux acheteurs, il fallait que sur le terrain, on demande ma marque. Donc, je donnais 10 € j'avais un budget, j'avais pas assez pour faire de la publicité, je sais pas comment le faire et je me disais, je savais pas. Je me suis dit, j'irai sur le terrain, je donnais 10 € à chaque personne qui allait demander ma marque à une vendeuse.
Et j'ai mon pote qui était à côté, qui écoutait, et il me disait, c'est bon, elle a fait, la personne revenait, je lui donnais 10 €, tu vois. C'est génial. Et ça, je l'ai fait pendant une semaine. Et à force, en fait, ils sont venus, tu connais bien la marche qu'ils font, j'ai pu négocier ma marche, et j'étais en position de force. Trop bien. Super smart. Je les embrasse. Tous ces gens qui ont contribué Exactement. Et ben écoute, nous aussi, on a fait une filouterie qui n'était pas RGPD du tout. On avait identifié qu'une grosse partie de notre clientèle, c'était les avocates. Okay. Et du coup, on a scrappé le site du barreau de Paris. Okay. Puisque toutes les avocates tous les avocats donnent leurs coordonnées dans l'espoir d'être contactés. Donc du coup, on a pu récupérer comme ça plein de mails d'avocats. Alors on n'avait pas des outils, on n'était pas très malines. C'est une pauvre stagiaire qui copiait-collait, une fois par semaine, tout ça. Et du coup, on a pu se faire un fichier d'avocates dans les zones qui nous intéressaient, tu vois, les arrondissements où on faisait des pop-up, où on avait nos boutiques. Et du coup, envoyer des petits mails en disant, on vous présente une marque qui peut servir pour votre dress code professionnel. Donc, ça nous a amené beaucoup de clientes qui nous ont découvert. Bon, la filouterie était moyen maline parce que les avocates savent très bien leurs droits en termes d'RGPD. Donc, on a aussi eu des petits retours de bâton et des menaces un peu salées. C'est juste enlevez-moi de votre base de données ou... Il y en avait, ça s'arrêtait là. Il y en a qui sont carrément venus nous voir dans la boutique en disant c'est un scandale. Mais bon, on a eu de la chance. Voilà, c'est pas allé plus loin que des avertissements. Et je peux te dire qu'on faisait pas les malines. Donc, voilà, on a fait ça quelques mois. Génial. Et voilà, tu vois, ça, c'est filouterie aussi pour te faire un réseau... CRM, faire ta pub. Et puis après, la filouterie, si tu es bien organisé, on s'est renseigné, tu peux aussi formuler ton mail de manière à ce que ça a l'air d'être un démarchage professionnel. Enfin bon, tu peux un peu orienter les choses pour que ça soit pas si attaquable. Voilà, donc on a appris au fur et à mesure et fait ça de mieux en mieux. Mais voilà. Mais bon, tu filoutes des gens, des avocats, c'est quand même un peu fou et un peu pas malin. C'est audacieux. Non, mais c'est audacieux. Enfin, moi, j'aime bien ce genre de... Donc 100% avec toi sur la filouterie. De toute façon, il y a un moment, t'as pas d'argent. Il faut avoir des bonnes idées et être un peu malin, quoi. Exactement. Et je pense une autre, alors je sais pas si c'est une vraie filouterie, tu vois, mais pareil, nous, c'est les coups de com'. Okay. C'était le monde d'où on vient. Et du coup, on a fait un coup de com' pour lancer, je t'ai dit qu'on était le marketing éco-responsable. Ouais. On voulait lancer une collection upcycled. Okay. Donc l'upcycling, c'est quand tu récupères des rouleaux de tissu dans une maison de mode qui n'ont pas été utilisés et que du coup, tu refais quelque chose avec. Donc les tissus sont nickel, ils sont encore en rouleau. Ils ont acheté trop et plutôt que de les jeter, tu les récupères. Et plutôt que toi d'acheter des tissus neufs qu'on fait reproduire, qui polluent, t'achètes ça et c'est utilisé. Okay. Donc du coup, c'est de l'upcycling. Et on avait trouvé un super rouleau de tissu rouge pour faire des costumes rouges, magnifique collection de costards rouges, voilà, on était trop contentes. Et on s'est dit comment on va promouvoir cette démarche d'upcycling. Et tailleur rouge, on s'est dit, glamour, festival de Cannes, tapis rouge. Et du coup, on a été faire récupérer des rouleaux de tapis du festival de Cannes dans les poubelles de Cannes pour faire une robe costume en tapis rouge l'année suivante au festival. Okay. Donc, on a réussi et on a trouvé une influenceuse, Fadela, que je salue, qui a eu les balls de porter littéralement une robe en moquette qu'on avait créée sur le tapis rouge l'année suivante pour raconter cette histoire de, tu récupères des matériaux que tu reglamorises et du coup, comme ça, tu peux... c'est ça l'upcycling, quoi, pour promouvoir cette petite collection de tailleurs rouges. Excellent. Et ça, presse de dingue, journaux, M6, JT, enfin... Voilà, ça c'est, je trouve la filouterie un peu, dans un cadre de communication où t'as pas d'argent, faut être smart, quoi. Faut avoir des idées. Ouais, c'est super, j'adore. Vous faites combien de chiffre d'affaires aujourd'hui ? Enfin, tu peux en parler ou pas ? Ouais, aujourd'hui on fait pas loin de 2 millions. Ok, et j'ai 3 questions par rapport à ça. Stratégie pour faire 100K, stratégie pour faire 1 million, stratégie pour faire 2 millions. Si tu avais une clé ou plusieurs clés à donner, ça serait quoi pour faire 100K ? Alors, pour faire 100K... Je pense qu'on a dû faire ça, effectivement, année 2. Nous, ça a été de trouver, justement, ce twist qui nous permet de vendre, trouver vraiment notre canal de vente, on va dire. Et c'est vrai que c'est le jour où on a ouvert la boutique, où on a commencé à taper dans ces chiffres-là. Okay. Parce que première boutique, puis pour passer le million, deuxième boutique, tu vois. Parce qu'effectivement, tant que tu testes... nous, on était les spécialistes d'avoir plein de cannes à pêche et de voir où ça mord, tu vois. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Exactement, mais au bout d'un moment, tu sens que là, ça harponne. Et tu vois, voilà. Et la boutique, on a senti que là, c'était là où tout s'alignait, qu'on pouvait créer une expérience cliente, faire les essayages, raconter notre histoire. Et c'est donc, pour moi, c'est vraiment, pour nous, ça a été ça, trouver notre bon canal de vente. Okay. Donc après, c'est quoi, 1 million ? Détail, process ? Nous, ça a été d'ouvrir une deuxième boutique. Oui.
du coup, tu vois. Ouais. Et puis là, on est à la 3e. Donc voilà, c'est chouette. C'est pareil, hein, on apprend. Tu vois, j'avais jamais ouvert de boutique, géré de boutique, recruté de vendeurs, fait de vitrine de ma vie. Donc voilà, comme quoi, moi je pense que vraiment, c'est ce que tu as dit. Hein, le message, c'est quand on veut apprendre, qu'on est motivé, rien ne nous arrête. Exactement. Enfin, faut juste avoir envie et on apprend, quoi. On a cette force-là, notre cerveau, il est tellement adaptable que rien n'est impossible. Parlons de la vie personnelle. Comment ça se passe ta vie personnelle et ton travail ? Alors écoute, c'est un sujet aussi qui fait partie de notre histoire de marque parce que je pense qu'on a beaucoup de femmes qui nous suivent aussi parce que on représente l'entrepreneuriat féminin, des femmes qui osent et que depuis 3 ans, on est maman, mon associé et moi. Félicitations. Merci. Au même moment, vous avez été maman ? Et ouais, on a été super smart, on a tout fait ensemble et ça, c'était pas très malin, mais bon. Donc ouais, on est vraiment tombées enceintes l'une et l'autre à 3 mois d'intervalle, tu vois. Donc vraiment, grande joie avant tout, mais gros coup de stress aussi. Tu te dis, c'est bien la peine d'être 2. Mais bon, franchement, c'est la magie, c'est la magie de notre histoire. Et du coup, c'est vrai qu'on était en pleine sortie de Covid, où déjà, ça avait été chaud, parce qu'on venait d'ouvrir nos boutiques et tout. Toutes les deux, on se découvre, l'une dit qu'elle est enceinte, l'autre tombe à peine enceinte, tu vois. Donc là, tu fais, OK, donc ça va vraiment être très chaud. Finalement, tu vois, je pense qu'on a trouvé le bon équilibre pour être au diapason. Et d'un coup, créer un équilibre dans notre business où la famille et le boulot cohabitent bien et c'est là où c'est génial d'avoir vécu ça en même temps parce qu'il y a eu une énorme bienveillance entre nous deux, on comprenait exactement ce que traversait l'autre, donc je pense que c'est aussi la chance de notre histoire et qui fait qu'on est toujours tellement amis et alignés, c'est qu'on se comprend à 100%. Et moi, j'ai honnêtement l'humilité, je pense, de dire que j'aurais pas été maman, j'aurais jamais compris ce qu'elle vivait, j'aurais peut-être pas été aussi supportive, sympa, de savoir tu t'as pas dormi de la nuit, bébé est malade, enfin tu vois, et tu peux pas imaginer la fatigue et ce que c'est, je trouve. Donc du coup, on était toutes les deux au même diapason. Et donc voilà, je pense que notre plus gros challenge maintenant, c'est de concilier nos vies de famille, notre boîte qui grandit, sur laquelle on a plein d'enjeux encore pour grandir, plein d'axes de croissance. C'est ça que j'aimerais bien savoir, c'est comment tu... t'as une fille, c'est ça, hein, Ouais, moi j'ai une petite fille, mon associé en a 2. Moi, elle a 3 ans. Ouais, d'accord. Donc c'est ça. Et comment tu gères... Moi, j'ai 2 enfants. Mon garçon, il a 5 ans. L'autre, il a 7 mois. Le deuxième, il a 7 mois. Tu dois réseauter. Tu dois développer ton business. Tu dois être là pour tes équipes. Comment tu arrives à gérer ça? Et en même temps, le côté personnel où tu dois être là aussi pour ton chéri, pour ta fille, pour... tu vois? C'est un énorme challenge. C'est un très gros challenge et franchement, je pense qu'on n'en a pas assez conscience quand on se lance parce que tu as raison. Nous, on fait des événements pro très régulièrement. On en accueille dans nos boutiques. Moi, j'ai pas de nounou, donc c'est moi qui suis à la sortie à 18h30 au plus tard, ce qui fait quand même des journées de travail courtes. Mais en fait, on apprend, je pense, comme l'efficacité. À prioriser aussi. Moi, maintenant, je réfléchis beaucoup. Est-ce que ça va me ramener quelque chose avant de me lancer? Et mon cerveau, il commence à être très comme ça. Ça me ramène pas. Et même, ça, j'aime pas, je m'en veux, mais il y a des mails auxquels je réponds même pas parce que ces 5 minutes-là, en fait, elles sont vitales dans ma journée. Et je suis démarchée tout le temps. Donc, il y a des mails de démarchage auxquels je réponds même pas parce que je peux pas. Donc, après, je pense que c'est aussi d'avoir un conjoint qui vit l'aventure avec nous et qui prend sa part dans... Il est entrepreneur ou pas Ouais, tout à fait. Alors, en plus, moi, à titre perso, j'ai divorcé très tôt après la naissance de ma fille. Donc, j'ai eu, pour le coup, une traversée du désert personnel très difficile. Donc, ça, c'est sûr, un tout petit bébé en garde alternée. Donc, du coup, effectivement, ça a été un trauma aussi du modèle que je voulais construire, de la famille idéale. Donc, faut se reconstruire là-dessus. Et puis, je pense que pour moi, ça a été un électrochoc de « Ok, donc maintenant, je suis maman solo dans Paris. J'aurais jamais... entrepreneuse sur une boîte encore pas hyper solide, faire un enfant en vivant dans Paris, j'avais pas les... Tu vois, et là je me suis dit bon, alors est-ce que cette aventure je peux vraiment la continuer ou est-ce que c'est un caprice, tu vois, est-ce que vraiment Et du coup c'est vrai que ça m'a vraiment obligée à me réengager dans notre boîte en me disant non mais j'y crois. Ok, là je me serre la ceinture, on va être hyper peu dépensière avec ma fille parce que d'un coup tu te retrouves à tout payer toute seule. Donc ton loyer, et je pense que ça a été pour moi aussi une façon de réaffirmer que cette boîte, je la faisais pas par caprice. C'était vraiment que j'y croyais, que c'était pas un truc de, tu vois, épouse, deuxième salaire tranquille. C'était vraiment mon business, quoi, ce qui allait me faire vivre, moi et ma fille. Et je pense que ça a redonné aussi un coup de boost à pourquoi on faisait ça.
et pourquoi on y croyait autant. Merci pour la... J'adore ce que tu as dit. Franchement, je trouve ça hyper, hyper inspirant. Pour aller encore plus loin, la plupart de ma cible, c'est des mamans solo. Donc là, ce que tu as dit là, c'est nickel. Bon, avec plaisir. Écoute, c'est vraiment sincère. Hein. Non, mais ça se voit et c'est hyper inspirant ce que tu dis. C'est vrai, en plus, qu'en fait, tu l'as pris comme un moteur. Et je pense que c'est une singularité, ça, de dire, OK, il y a une difficulté, c'est pas grave, on retrousse les manches et on y va, quoi. Et je me bats d'autant plus. Ouais. Parce que maintenant, j'ai ma fille, mon loyer. Ouais. Et, ton business. C'est ça. Et je suis pas là pour rigoler. Ouais. Et on peut marcher, et on peut faire de l'argent. Et du coup, je pense que ça va répondre à ta question d'avant qui est, du coup, ça me donne encore plus cette force de me dire, j'ai tout ça à faire, maintenant, j'adresse ce qui me fait vivre. Et tu vois, j'ai moins de culpabilité à me dire, en fait, pardon, mais ça, je peux pas. Enfin, j'aimerais dire oui à tout. J'aimerais être 100% dispo, passer des heures à chaque projet. Ouais. Mais là, en fait, non, j'ai une fille à nourrir, j'ai un loyer à payer. Exactement. J'ai pas le choix. Et ça m'oblige à être beaucoup plus... ce qui n'est pas mon tempérament, mais voilà. Tu dois prioriser, en fait. Fermer des portes, écourter des rendez-vous, donner plus de responsabilités à mes juniors, ce qui est une bonne chose aussi. Ouais. Et on s'est bien dispatché les tâches avec mon associé. Ça a été un long apprentissage également. Au début, on faisait toutes les deux. Maintenant, chacune a ses zones. On se fait confiance. On sait les moments où on doit se checker dans la main. Enfin, voilà, tout s'est construit. Ça prend du temps. Et pour toutes les mamans et les papas qui savent ce que c'est, faut être patient. Et puis, il y a des outils. Moi, je recommande vraiment Notion, qui fait gagner un temps de malade. Quand on maîtrise quelques outils d'organisation... c'est par exemple, Notion pour nous, c'est une découverte avec Caroline. On l'utilise énormément. Ça nous permet de planifier les tâches, mettre des deadlines, suivre l'avancement des projets, tout centraliser sur un même endroit. Enfin voilà, quelques objets comme ça qui font gagner beaucoup de temps. Et surtout l'apprentissage de mettre en place des recettes. Parce que finalement, le business, y a un moment où c'est quand même des répétitions. Soit on signe des contrats, c'est un peu la même chose. Moi, je relance des collections, je fais des shootings. Enfin voilà, ça fait 8 ans. Je réinvente pas la roue à chaque fois. Et en fait, il faut créer des recettes où on sait exactement tac, ce que je dois faire à chaque fois. Tu reprends ta liste de process, tu reprends, t'accueilles un nouveau salarié, bam, t'as ton mail type avec les documents à lui fournir. Et comme ça, en fait, tu perds beaucoup moins de temps au lieu de recommencer à chaque fois parce que c'est bloqué quelque part dans une note que tu retrouves plus ou le mail, tu sais plus comment tu l'as appelé. Donc être très carré, ça prend un peu de temps de s'organiser, mais après, c'est un temps gagné de dingue. Et ça, on a fait ce travail-là peu de temps après la naissance de nos filles. Et maintenant, on gagne du temps grâce à ça, vraiment. L'automation, on va dire, c'est un peu... C'est quoi la répartition dans votre business ? Toi, tu t'occupes... la CEO, c'est qui ? Alors, on s'est donné... Caroline, elle est... Attends, moi, je suis présidente. Du coup, elle est directrice générale. C'est ça. Et alors après, on regarde toutes les deux. Mais voilà, elle va vraiment être sur la partie produit, les collections, le suivi de production et la partie financière. Et moi, je vais être sur toute la partie marketing brand, expérience retail... et RH. Donc voilà, chacune son bousin. Elle, c'est la finance, moi, c'est les RH. On s'est dit ça. Et après, le produit, les collections, qui sont un peu plus sympas, le brand, le marketing aussi. Et puis après, moi, on se parle de tout. On est en transverse, tu vois, mais... Et le poste clé que vous avez recruté, c'était quoi ? Enfin, une fois que le premier recrutement, hormis la boutique ou tout le reste, mais le premier recrutement, vous avez dit... Effectivement, donc le recrutement le plus clé, c'est notre première vendeuse qui nous a aidé à créer toute l'expérience retail, l'expérience de marque retail, qui est très importante pour nous, puisque c'est aujourd'hui ce qui ramène le plus d'argent, c'est le chiffre des boutiques. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de créer une expérience retail ou une expérience tout court de marque qui fait sentir quelque chose aux clientes. Tu vois, c'est comment elles se sentent quand elles viennent chez toi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ta marque leur fait ressentir ? Et ça, je crois qu'on a trouvé une pépite, Sakina, qui travaille avec nous, où je sais que les clientes, elles repartent, mais le cœur léger, très heureuses. Elles ont passé un moment de dingue, elles se sont senties embellies. C'est quoi c'est la boutique où elle est ? C'est rue de Sévigné, dans le Marais, à Saint-Paul. Elle est très forte. Tu l'as rencontrée. Je l'ai rencontrée. Elle va au-delà du service. Moi, je sais qu'elle est venue avec mon chapeau. Et elle m'a dit, vous devez mettre un accessoire sur votre chapeau. Il y a une boutique qui est juste là. Elle a fait de l'upsell, sans vendre, parce qu'elle n'avait rien dedans. Et je suis allé dans la boutique et c'était bien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Bon conseil. C'est notre recrutement qui a... poussé plus loin tout ce qu'on avait imaginé de la marque, elle l'a concrétisé sur la partie retail et expérience boutique. Donc tous les deux, vous voyez très bien de qui je parle. Donc c'est personnel shopper en plus. C'est ça. Elle fait de ça, elle fait du conseil morpho, colorimétrie. Enfin, c'est une vraie expérience de vente qu'on a chez 17h10. C'est vraiment pas anodin. C'est pas un magasin de vêtements classique. Et tu prêches en convaincu.
Donc ça, je pense que c'est hyper clé. Puis après, étonnamment, l'autre personne, le premier CDI, mais on l'aime tellement, c'est notre chargé e-commerce, Ok. voilà, qui permet d'avoir ce site internet qui tourne, la logistique. Et puis nous, on sait très bien que notre site internet permet de faire des ventes en ligne, bien sûr, c'est quand même 20% de notre chiffre d'affaires, mais amène aussi beaucoup de monde en boutique. Donc voilà, autre poste clé. Et puis tu vois, je pense qu'on a fait l'erreur comme beaucoup d'entrepreneurs où après notre levée de fonds, on a eu pas mal d'argent, on avait des objectifs de croissance énormes et on s'était dit qu'il fallait du monde et que Caroline et moi, on avait besoin de se libérer pour aller networker et tout ça. Ouais. Et du coup, finalement, on a recruté beaucoup, trop. Ouais. Et du coup, en fait, on a perdu pied parce que c'était des gens qui faisaient, tu vois, on a pris une chargée de com, alors que la com, moi, c'est mon bébé, c'est ce que j'adore faire. Donc, je faisais plus de com, mais je faisais que du RH et je gérais des galères RH. Enfin, en fait, c'est une vraie erreur, je pense que font beaucoup d'entrepreneurs de, à un moment, recruter un peu trop vite. Et du coup, tu te retrouves à faire que de la gestion opérationnelle, administrative et plus du tout ton business réellement. Et du coup, on a fait un peu marche arrière et on s'est recentré. On a identifié nos leviers de croissance, là où Caroline était hyper bonne et indispensable, où moi, j'étais une vraie valeur ajoutée, pour mettre l'énergie là-dessus et puis prendre juste des gens en support après sur des choses où on avait besoin d'aide quoi, et de soutien. À quand la collection Hub? J'aimerais beaucoup. Écoute Steve, si tu me promets d'être un ambassadeur avec ton beau chapeau, franchement, j'y pense sérieusement. Je regarde droit à la caméra, avec grand plaisir, je serai un ambassadeur avec mon chapeau si tu lances la collection Hub. C'est une promesse. Voilà, j'adore. Et je tiens toujours mes promesses. Trop cool. Et il y a une donnée, je ne sais pas si je peux la partager là, parce que je trouve qu'elle donne beaucoup de sens. Et je trouve justement ton chapeau, pour moi, c'est hyper smart parce que c'est une signature stylistique. Et je pense que c'est un chiffre hyper important et ça peut parler aussi aux femmes qui te suivent et aux hommes d'ailleurs. C'est que les gens se font une opinion de nous en moins de 7 secondes. Aujourd'hui, vraiment, en moins de 7 secondes, c'est des études, les gens ont fait leur opinion sur vous. Donc, quand vous êtes entrepreneur, que vous avez des choses à vendre, un banquier à aller séduire, des clients à convaincre, c'est hyper important de travailler ce langage visuel qui est le nôtre. Et c'est là où, pour moi, il y a la posture, il y a l'allure, il y a le sourire, il y a le regard, mais il y a aussi la tenue. Et c'est hyper important de travailler ce look qu'on a. Et qu'est-ce qu'on veut dégager? Ça ne veut pas dire qu'il faut être en uniforme, tailleur bleu marine. Je ne suis pas en train de vendre une tenue classique. Mais justement, est-ce qu'on veut être coloré? Est-ce qu'on veut être créatif? Est-ce qu'on veut être classique? Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est tout le sens hyper important aussi de quand on crée des business, qu'on a tellement de choses à conquérir. Utiliser cet outil-là dans sa communication d'entrepreneur, le vêtement. Et nous, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui donne du sens, je trouve, au fait que j'ai créé une marque de mode. Moi, j'ai pas créé une marque de mode pour réinventer des tendances, faire les Fashion Week. C'est vraiment parce que je veux donner aux femmes des outils pour se sentir forte, confiante et aller affronter les challenges qui sont ce COMEX où tu dois aller, ce banquier que tu dois convaincre, cet investisseur que tu veux qu'il te suive et avoir la tenue pour ça. Et ça passe par ces ficelles-là qu'il faut maîtriser et jouer avec parce que quand on sait donner un sens à son image, on construit et on est visible, comme tu sais le moi, dire. Moi, c'était la clé, c'est clair. Tu as tout résumé. Moi, c'était la clé. Je pense qu'au-delà de mon storytelling, mon identité visuelle, mon chapeau a fait la personne et l'entrepreneur et m'a donné la visibilité que j'ai aujourd'hui parce que peu importe que les gens me suivent ou pas. Hier, j'étais à un lancement d'un hôtel. Il y a 4 personnes qui sont venues me voir. Il y en a qui me suivaient et d'autres qui me disent je ne sais pas d'où, mais je vous connais. Je vous ai déjà vu passer quelque part, mais je ne sais pas où. Et forcément, ils te voient passer avec le chapeau ou avec ton identité ou ton costume, ils vont le remarquer. Donc, je suis totalement aligné avec toi. C'est sûr que l'apparence est hyper importante. Et peu importe ce que les gens disent, même selon le détail que tu vas mettre, les gens ils vont le retenir et faut bien jouer avec les codes. Ouais, exactement. Et une signature stylistique, écoute, en tout cas, voilà, le chapeau, c'est un super exemple et pourquoi pas le tailleur, des tailleurs de couleur, des tailleurs se distinguer. Le tailleur, c'est moi, je suis très fan de Saint-Laurent. Donc, le costume, le tailleur, c'est quelque chose qui me parle vraiment bien. Et arriver à le sortir, à donner une identité avec des couleurs, avec les matières, c'est vraiment chouette. Je suis ravi, en tout cas, de faire cet épisode. Si tu pouvais habiller une personnalité, une star aujourd'hui avec 17h10, ce serait qui représenterait, que tu adorais habiller? Elle est bien, cette question. Il y a un moment, on avait... ce serait, tu vois, une Emma Watson. Okay. Une femme que j'estime très intelligente, parce qu'on sait qu'elle a fait des très beaux parcours académiques, qui est très engagée
féminisme, environnement, qui est aussi glamour, parce que c'est cool pour une image de marque. Donc ouais, pour moi, une Emma Watson, elle symbolise tout ce qui aujourd'hui est dans le terreau de la marque et les valeurs qui sont les nôtres. Merci. Si c'était à refaire, alors, Amélie, tu me dirais entrepreneur ou salarié ? Entrepreneur. Avoir des enfants tout en étant entrepreneur ou pas d'enfants tout en étant entrepreneur ? Les enfants. J'en veux d'autres. Malgré le temps que ça prend, bravo. Vendre un produit ou un service ? Peut-être un service quand même. je vous défie de venir faire des inventaires avec moi. Non, franchement, un service. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que la gestion de stock, produits, c'est très compliqué. Je suis pas sûre que je relancerai une marque de mode. Faire de la pub ou organique ? Organique. Ok, pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus challengeant. C'est pas que mettre de l'argent. C'est réfléchir à vraiment ce qu'est ta marque, quel est ton message, quel point de vue tu prends sur les sujets de société, le monde. T'es obligé d'être plus malin que tout le monde quand tu fais de l'organique. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Instagram ou LinkedIn ? Et ça, c'est hyper intéressant parce que, tu vois, on s'est donné un canal chacun avec mon associé. Aujourd'hui, 17h10, la marque est plus sur Insta parce que c'est visuel. Ouais. Mais nous, à titre personnel, volet 2 de nos coms, c'est travailler un peu notre personal branding, ce qui est un peu la com moderne aujourd'hui. Et tu vois, mon associé est très bonne sur LinkedIn et moi, j'essaie plutôt d'attaquer Insta. Okay. Donc, à titre perso, Insta, mais là, il faut les deux. Personal branding ou storytelling ? Plutôt storytelling. Travail intense et repos ou travail constant sans repos ? Alors nous, c'est work hard, play hard. Sans hésitation. On est des grosses teufeuses et des grosses bosseuses. On est d'accord. Offre premium ou accessible ? J'espérais faire de l'accessible. Et la réalité, c'est qu'on est obligé d'être premium parce que si tu veux faire de l'éthique, du très bien fait, pas luxe, mais premium. J'aurais voulu lancer une marque plus access, mais c'est pas possible. Prendre des risques ou plutôt sécurité ? Risque. J'ai aucun problème à prendre des risques. C'est quoi le plus grand risque que tu as pris ? Pour moi, c'est d'avoir quitté mon super CDI pour lancer cette marque. Et après, au quotidien, c'est des petites prises de risque parce qu'on veut essayer plein de choses et on y va. Mais tout en étant intelligente, entre guillemets, si je peux le dire, et en mettant pas toutes nos billes, en sachant les mettre des barrières. Mais je pense qu'on peut pas être entrepreneur sans avoir un peu le goût du risque. On dort trop mal, on a des nœuds dans le ventre, c'est pas du tout confortable. Faut aimer jouer un peu. Et moi, je sais que avoir une relation à l'argent aussi qui est un peu détendue. Non pas parce que t'en as, parce que moi, j'ai pas d'argent de côté, mais parce que, je sais pas, t'es pas trop inquiet d'avoir des choses matérielles. Voilà, ça, c'est important. Marché de niche ou marché de masse ? De niche. Je trouve ça hyper intéressant d'être spécialiste d'un produit, top of mind sur celui-là. Tu peux travailler ton référencement trop bien. Ça t'oblige aussi, pareil, à aller chercher des stratégies extrêmement pointues. C'est vachement bien. Niche, c'est cool. Lever des fonds ou utiliser ses fonds propres ? Si on peut se passer d'utiliser des fonds, c'est mieux. Ça aide, ça donne un coup de boost, mais je pense qu'on n'aurait pas forcément fait beaucoup mieux sans notre levée de fonds, tu vois. Enfin, la levée de fonds nous a pas permis de faire beaucoup mieux que ce qu'on aurait fait nous-mêmes. Vous avez levé combien ? On a levé 500 000. Okay. Après, c'était un moment compliqué, ça nous a quand même donné des ailes, mais... Et aujourd'hui, on a des actionnaires hyper chouettes qui nous ralentissent pas du tout, au contraire, qui nous nourrissent et tout. Donc ça, c'est très bien quand l'argent est smart et que tu as des investisseurs qui sont pas que là pour donner de l'argent, mais aussi du conseil et du réseau. Et ça, on l'a, donc je suis ravie. Donc là-dessus, on n'a pas de regrets sur la levée de fonds qu'on a faite. Mais voilà, pour avoir plein de copains entrepreneurs, c'est vrai qu'après, c'est quand même un fil à la patte et tout le monde n'a pas des actionnaires comme nous. Donc, si on peut éviter... faut arrêter de courir après la levée de fonds. C'est une espèce de dream qu'on nous a construit, les licornes, les levées de fonds indécentes et compagnie. Mais en fait, dans une croissance saine, je pense que c'est mieux de pouvoir s'en passer. S'exposer ou plutôt se protéger ? S'exposer intelligemment, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se montrer, contrairement à tous les freins qu'on a. Moi, je sais, tous les gens de ma famille trouvaient ça pas forcément super, ce podcast où je racontais notre vie. C'est vrai que c'est vraiment une prise de risque, c'est très inconfortable. Je pense que je suis quand même quelqu'un de pudique et ça ne m'a pas toujours mise très à l'aise, mais pour créer l'attachement, il faut se livrer un petit peu et voilà, il faut le faire intelligemment, il faut qu'il y ait un apprentissage derrière, une généralité, mais il ne faut pas avoir peur de dire un peu qui on est. Et puis c'est ça le monde moderne d'aujourd'hui, faut pas avoir peur d'y aller un peu quand même. Quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui nous suit pour développer son business et être visible ? Pour développer son business, moi j'aime vraiment l'idée qu'il faut chercher à faire les choses différemment, c'est-à-dire comprendre bien sa cible. Qu'est-ce qui parle à cette cible ? Quels sont les sujets de société qui sont importants pour elle dans le cadre du produit ou du service qu'on va lancer ? S'ancrer dans quelque chose de plus grand que notre petit business à nous.
c'est quoi notre ennemi dans le monde, c'est quoi le vrai apport, c'est quoi le bénéfice émotionnel, tu vois. On n'est pas que sur le fonctionnel du produit, pour vraiment capitaliser tes messages dessus, parce que c'est ça qui parle aux gens, le storytelling, c'est ces choses qui nous dépassent, cette expérience qui nous fait ressentir quelque chose quand tu as ta marque. Donc c'est ce qui fait qu'on crée une belle marque, parce qu'on se pose ces questions-là, on va au-delà du basique. Donc ça, je pense que c'est hyper important pour se démarquer. Et puis à titre personnel, il faut savoir que ça va prendre du temps. Faut pas être impatient. Nous, ça fait 7-8 ans maintenant qu'on a lancé la boîte. Je dors toujours pas très bien, hein, je suis toujours pas sereine, on sait pas de quoi demain est fait. Voilà, faut être honnête, ça prend très longtemps. Donc voilà, faut savoir qu'on se lance dans un marathon fascinant. Moi, je suis tellement heureuse, je suis tellement épanouie. Tous les jours, je vais au boulot avec vraiment le smile. On choisit les gens avec qui on travaille. Mon associé, c'est ma meilleure amie, mais qui peut dire ça? Enfin, j'ai confiance, je l'estime, je la trouve smart. Enfin voilà, c'est magnifique. Mais bon, à côté de ça, parfois il y a des salaires à payer tous les mois et on n'est pas serein. Si on n'est pas là, il se passe rien parce que les gens attendent que ce soit les fondeurs qui fassent tout. Donc voilà, c'est beaucoup de responsabilités, mais c'est aussi beaucoup de kiff. Donc faut être prêt à avoir un encéphalocardiogramme un peu rock'n'roll. C'est tout. Comment on peut te retrouver? Alors je vous invite à suivre 17h10.paris sur Instagram. Vous verrez du coup nos collections, les coulisses de notre marque. Et puis à titre personnel, moi c'est Amélie Delacour, tout attaché. Où pareil, je partage un peu mes coulisses de l'entrepreneuriat, mes looks en tailleur. J'essaye de montrer l'exemple de ce qu'est une jeune femme. Je suis encore jeune, entrepreneur, maman. Dans ce monde quand même assez hostile qui est aujourd'hui l'entrepreneuriat. Merci beaucoup pour ton temps, Amélie. Merci, c'était podcast. Super. C'était vraiment super, merci à toi. Chapeau pour ce que tu fais et j'espère avoir mon tailleur 17h10 ou une autre marque 10 venant de toi. Ça va me motiver encore plus, j'adore. Avec grand plaisir. On a pu noter, Amélie n'a pas laissé la vie décider pour elle. Elle avait un CDI confortable, un job qui se passait très bien, avec de bons portefeuilles de clients, mais pourtant, elle a switché, elle allait à autre chose. On a pu noter aussi qu'il y a beaucoup de choses, c'était un test and learn. Les échecs, elle les a pas laissés, mais pourtant elle a rebondi derrière et c'est ce que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode. Alors peut-être que tu as retenu autre chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as fait et n'hésite pas à suivre et à partager ce podcast à qui devrait l'entendre ou en tout cas à qui tu penses que ça devrait inspirer. Chapeau à toi.